Salut. Waouh, dans la caméra, ça fait super bizarre. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Valentin, j'ai 23 ans et je viens de Strasbourg. J'ouvre ma chaîne YouTube aujourd'hui suite à un projet qui me tient énormément à cœur. On m'a souvent poussé à le faire, j'ai jamais eu le temps. Là on est en confinement, du coup j'ai le temps, j'avais aucune excuse. Et tous mes amis m'ont dit mais lance-toi sur YouTube parce que ça peut aider énormément de personnes d'entendre ce que tu as à dire. Donc lâche-toi, prends ta caméra et filme-toi et va sur YouTube. Voilà ma première vidéo, j'ouvre ma chaîne YouTube avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment content de le faire, mais je suis en même temps hyper stressé. C'est super compliqué d'être comme ça devant une caméra, mais voilà. Et là, vous êtes en train de vous dire, yes, génial, il se lance sur YouTube, mais c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il a à raconter? Qu'est-ce qui peut toucher les gens? Ben, je suis un enfant qui est orphelin. Je suis orphelin, j'ai plus de parents, j'ai grandi en maison d'enfants, sans mes parents du coup. Donc moi, j'ai grandi avec ma maman jusqu'à mes 7 ans. Mon père, je l'ai jamais connu. Arrivé à mes 7 ans, moi, j'allais pas vraiment à l'école. Je faisais un petit peu ce que je voulais à la maison. Ma mère, c'était une mère qui était très protectrice. J'avais une relation extrêmement fusionnelle avec ma mère. Je faisais vraiment ce que je voulais. C'était vraiment moi qui la baladais à droite, à gauche, selon mes envies. Et du coup, je n'allais pas à l'école. Il y a eu alors une enquête des services sociaux. Et du coup, suite à cette enquête des services sociaux, il a été décidé que je sois placé en maison d'enfants. Et c'est comme ça qu'un jour, fin mars 2005, des policiers sont venus chez moi, m'ont pris à ma maman et m'ont emmené en maison d'enfants. Je suis reconnaissant à ces policiers qui, pendant cette manœuvre qui est quand même délicate, de prendre à ma maman, de m'emmener en maison d'enfants comme ça, ils l'ont fait en voiture banalisée. Voilà, j'ai été placé en maison d'enfants dans le Haut-Rhin, à Guebwiller. Et cette maison d'enfants s'appelle le Bercail. C'est une maison d'enfants qui fonctionne en maisonnée. Il y a 6 maisons et il y en a 5 dans l'enceinte du Bercail. Ces 5 maisonnées, elles fonctionnent comme des maisons normales avec des enfants de tout âge, des filles et des garçons, et vivaient comme une cellule familiale normale avec des éducateurs qui étaient là pour les encadrer et leur faire vivre leur vie quotidienne et leur emmener le soutien émotionnel, etc. dont ils avaient besoin. Moi, j'ai eu la particularité et la chance d'être accueilli par un couple. Et ce couple exerçait en fait pour le Bercail, mais dans leur propre maison. Du coup, j'ai été accueilli en dehors de l'enceinte du Bercail, dans leur maison à eux. J'ai grandi comme dans une famille d'accueil en fait. J'avais Sylvie et Christian, qui étaient les parents, avec leurs 2 enfants, Lucie et Pierre, avec eux dans leur maison. Donc moi, j'ai grandi comme dans une famille normale. 2 semaines après mon placement, ma mère est venue me voir et c'était pour mon anniversaire. Je fêtais mes 8 ans. C'est la dernière fois que j'ai vu ma mère pendant 2 ans. Du coup, c'est pendant ces 2 années-là, j'ai recommencé à aller à l'école de manière normale. J'ai commencé à apprendre comme un enfant normal, à vivre comme un enfant normal. J'avais de la chance d'être un enfant qui était assez réceptif, assez doué. Du coup, j'ai facilement rattrapé le retard que j'avais. J'étais plutôt même un bon élève. 2 ans après, en CM1, quand j'avais 10 ans, ma mère a fait une réapparition et elle a voulu me voir. Du coup, on est allé la voir. Et là, j'ai eu un énorme choc. Ma mère ne ressemblait plus du tout à l'image que j'avais d'elle. Elle avait énormément changé physiquement. Et ça a été vraiment quelque chose de dur pour moi. Puis après, ma mère a de nouveau disparu pendant 2 ans. J'ai continué à vivre de manière normale à la maison d'enfants, donc chez la famille chez laquelle j'étais accueilli. À mes 12 ans, j'étais en 5e, donc ça faisait déjà... Non, n'importe quoi. À 12 ans c'était fin 6e. Donc c'était l'année où j'étais au collège. Donc moi en 6e, j'ai commencé à faire de la musique. Et ça a clairement été mon échappatoire. J'étais vraiment content de pouvoir faire de la musique, exercer un instrument. Parce que chaque fois que j'en jouais, j'étais dans mon monde. Je pouvais vraiment lâcher prise sur tout ce qui se passait autour de moi. Et je ne pensais qu'aux notes sur ma partition. Donc ça a été vraiment un échappatoire pour moi. Je suis vraiment reconnaissant que mes parents d'accueil m'aient laissé faire de la musique. Je revois ma mère en mars de ma 6e. Ma mère avait à nouveau changé physiquement, mais ressemblait plus à l'image que j'avais de ma mère quand je suis parti de chez elle à mes 7 ans. On a commencé à recréer une relation, parce que là, elle venait me voir régulièrement, 1 à 2 fois par mois, il me semble. Et 4 mois plus tard, elle m'annonce qu'elle était malade. Elle me dit pas quelle maladie elle avait, donc moi je ne savais pas ce qu'elle avait. Elle ne voulait pas que je vienne la voir pendant son hospitalisation, donc moi je ne savais pas du tout ce qui se passait, je savais juste qu'elle était à l'hôpital et je savais que pendant ce temps-là, je la revoyais plus en fait. Arrive l'année de ma 5e, elle était encore hospitalisée. Vers la mi de l'année, on reçoit un appel de mes grands-parents maternels qui annoncent que ma mère était décédée. Ça a été un choc parce que je venais de redécouvrir ma maman pour le coup, mais je n'ai pas été triste plus que ça. Et ça a été un choc pour mes parents d'accueil et pour mon entourage parce que moi en fait le deuil de ma maman, je l'avais fait à mes 8 ans quand elle n'était plus venue me voir pendant 2 ans. Ça a été un choc, mais je n'étais pas triste parce que ce n'était plus vraiment ma maman.
à ce moment-là. Puis voilà, arrive quelques semaines plus tard l'enterrement, où là je découvre ma famille maternelle, ma cousine, mes tantes, mes oncles, mes grands-parents maternels. Cet enterrement a permis à ce que je tisse des liens avec eux. Donc j'ai pu les voir régulièrement. D'abord, on a correspondu par lettre pour créer une relation, parce que bien entendu, on ne se connaissait plus. Après, j'ai pu les voir tous les week-ends, une fois par mois. Donc je les voyais un week-end par mois, de mes 13 ans à mes 18 ans. Ça m'a permis vraiment d'acquérir une stabilité, là aussi émotionnelle, et de découvrir ma famille. Arrive ensuite la fin du collège. Le collège a été très dur pour moi, ça a été des années qui étaient compliquées parce que j'étais un enfant à l'époque qui était très réservé, très timide. J'avais pas énormément d'amis, j'étais plutôt l'enfant qui était dans son coin, qui ne parlait pas. J'étais un petit peu la victime des gens. Voilà, j'étais vraiment mis à l'écart. J'avais pas trop d'amis quoi. Puis je valide mon brevet. Alors au lycée, j'avais des amis, mais j'étais toujours pas vraiment accepté par les gens qui m'entouraient parce que effectivement j'étais pas comme les autres et moi je ne parlais pas de ma vie autour de moi parce que j'avais pas envie d'en parler. J'avais honte d'être un enfant au foyer, d'être un enfant qui ne pouvait pas aller boire des verres avec ses copains, je pouvais pas aller dormir chez des amis le soir, etc. Parce que en étant au foyer, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a des lois, il y a des règles qui sont strictes et c'est compliqué pour nous et du coup on n'accepte pas et on n'ose pas vraiment dire autour de soi qu'on est un enfant en foyer. Alors je le disais pas. Et c'est vrai que c'était bizarre. Les gens se posaient quand même beaucoup de questions, surtout au lycée, parce que je parlais jamais de mes parents, j'invitais jamais personne chez moi. Donc c'était vraiment très compliqué, surtout en seconde. Arrivé l'année de la première, où je me suis fait de vrais bons amis. Vraiment des gens sur lesquels je pouvais compter. J'avais vraiment ma petite bande d'amis. Et là, j'ai pu parler. J'ai osé parler pour la première fois à mes amis le fait que j'étais en foyer. Et ça a été un peu une délivrance pour moi d'oser en parler autour de moi, de ne plus avoir honte. Et c'est pas normal cette honte. Et j'en ai parlé et eux, ils m'ont dit ok, c'est pas grave. T'es comme toi. T'es comme nous, t'es un enfant au foyer, mais ça change rien. Tu restes notre ami, il n'y a pas de souci. Et là, il y a vraiment un poids qui est tombé de mes épaules. Bien sûr, arrive en première, c'est un peu l'âge con, c'est l'âge de l'adolescence où tu commences tout et n'importe quoi pour faire comme tes amis. Moi, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire, etc. C'est pas des choses que mes parents d'accueil ont vraiment acceptées. Donc à la maison, ça a commencé à être la troisième guerre mondiale. Ça allait plus. Vraiment, on s'entendait plus du tout. Et je commençais également à me poser énormément de questions sur mon père. Je voulais vraiment savoir qui c'était parce que je me rendais compte que je développais des choses, que j'aimais des choses dans la vie, que moi je fais de la musique, j'aime chanter, j'aime danser, j'aime lire. Je suis plutôt quelqu'un d'extraverti. Et en fait, moi je me rendais compte que mes parents d'accueil, ils n'étaient pas forcément pareils. Il y avait des choses, ça collait pas. Et je me disais, mais c'est compliqué pour moi à cet âge-là parce que tu te construis par rapport à l'image que tu as dans ta cellule familiale. Et moi, j'essayais de me construire comme eux, ils étaient. À l'intérieur de moi, il y avait des choses qui n'étaient pas comme eux en fait. Il y a des choses, ça vient de toi, il y a des choses, c'est des dons, c'est des envies, c'est dans tes entrailles en fait. Et du coup, j'avais besoin de savoir d'où ces choses-là me venaient. Du coup, j'en ai parlé beaucoup avec mon côté maternel. Il y avait des choses que je comprenais. Il y avait encore plein de choses, je me posais des questions. Et j'ai demandé à mes parents d'accueil de faire des recherches pour découvrir mon côté paternel. Je voulais rencontrer mon père. On a fait une demande à l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance revient vers moi 2-3 mois après et ils me disent « Valentin, on a retrouvé tes grands-parents paternels ». Du coup, j'étais trop bien. Je vais enfin avoir des réponses à mes questions, à d'où je viens, pourquoi j'aime ça, pourquoi je suis comme ça, etc. Arrive le jour du rendez-vous, je rencontre ma grand-mère paternelle. On discute et là j'apprends que mon père était décédé. Il était mort sur un parking dans sa voiture. Donc là ça a été un premier choc et beaucoup de choses que je m'étais faites dans la tête ont été détruites. Ça a été un moment assez compliqué pour moi d'accepter de me dire qu'en fait je n'aurais pas de réponse à toutes ces choses et c'est dur d'accepter ça en fait, de se dire t'es comme ça, t'es comme tu es, mais tu ne sais pas d'où ça vient. C'est très dur. Et du coup ça a été un moment où j'ai dû apprendre à faire confiance à mes amis. J'ai vraiment dû me reposer sur eux. Du coup mon père était décédé. J'ai quand même eu quelques réponses. Par exemple le fait que mes 2 parents étaient des drogués. Puis arrive la fin de l'année de la première où là je commençais à rencontrer régulièrement mes grands-parents paternels pour apprendre à les connaître et pour apprendre quand même plusieurs choses sur moi.
Et là, je commençais à devenir en fait l'objet de convoitise de mes deux familles. Ma famille maternelle, ma famille paternelle. Enfin moi, c'est en tout cas le ressenti que j'avais. Peut-être que eux n'ont pas eu ce ressenti-là, mais moi en tout cas c'est le ressenti que j'avais. Et beaucoup de mensonges étaient là. J'apprenais des choses parce que du coup je creusais même s'il y avait des questions que je ne pouvais pas avoir parce que mon père ni ma mère n'étaient plus là. Ben, j'essayais quand même de savoir des choses de par leurs parents à eux, donc de par mes grands-parents. Et je demandais à ma famille maternelle et à ma famille paternelle. Et en fait, j'avais chaque fois des réponses différentes. Et c'était très compliqué pour moi parce que beaucoup de mensonges ressortaient et j'arrivais plus en fait. Du coup, j'ai continué quand même comme ça ainsi parce que ben, c'est ma famille, donc j'avais quand même envie de garder contact avec eux. Et pendant l'année de ma terminale, j'ai eu mes 18 ans. Et j'ai dû prendre mon appartement. Donc en avril 2015, j'avais mon appartement. J'avais pas encore passé le bac, j'étais encore au lycée. Donc là, c'était vraiment le début d'une grande aventure. Mais j'avais hâte parce qu'à la maison, ça allait vraiment plus avec mes parents d'accueil. J'avais vraiment besoin de mon autonomie, de pouvoir faire ce que je veux en fait. J'en avais marre d'être bridé par des règles, par des interdictions. Malheureusement, c'est pas eux qui les posaient, c'était la loi qui était comme ça. Donc moi, je ne les blâme pas du tout pour ces choses-là. Au contraire, je suis reconnaissant sur la manière dont ils m'ont éduqué parce qu'ils m'ont permis de devenir, entre autres, qui je suis maintenant avec les valeurs qui m'ont véhiculé et je suis vraiment content pour toutes ces choses qu'ils m'ont apporté. Donc voilà, j'avais mon appartement. L'aide sociale à l'enfance, elle permet aux enfants à 18 ans d'acquérir une aide. Cette aide, ça s'appelle un contrat jeune majeur. Ce contrat, il faut le mériter. Malheureusement, tous les enfants ne peuvent pas l'avoir, ce que je ne trouve pas du tout normal. Moi-même, j'ai dû batailler bec et ongles parce que je souhaitais faire un DUT. La personne de l'aide sociale à l'enfance qui était responsable des contrats jeunes majeurs, elle m'a dit: non Valentin, vous ne ferez pas un DUT. Ce n'est pas possible, vous devrez travailler à côté de vos études. Si vous travaillez à côté d'un DUT, vous n'allez jamais réussir et en plus, vu vos notes en terminale, vous ne serez jamais accepté. J'aimerais que vous vous tourniez vers un BTS ou vers un bac pro. Là, moi j'étais un peu abasourdi et là je me suis en fait retrouvé en face d'une personne et d'une réalité qui était pour moi je m'en rendais pas compte, mais en fait quand t'es enfant en foyer, tu dois faire un bac pro, tu ne peux pas faire de grandes études, tu vas jamais arriver à concilier travail et études et toujours plein de trucs comme ça et moi j'étais là mais non, moi ce que j'ai envie de faire c'est de faire des grandes études, j'ai pas envie de faire un bac pro parce que c'est des métiers, ça apporte à des métiers qui ne me plaisent pas, de faire un BTS ça apporte à des métiers qui ne m'intéressent pas, moi ce que je veux faire c'est un DUT de gestion parce que je veux aller après dans les ressources humaines et je me suis bataillé bec et ongles. Arrivent les premiers résultats de APB, j'ai été pris en DUT, j'ai également trouvé un job pour l'été. À ce moment-là, j'ai reçu cette aide de l'aide sociale à l'enfance parce que elle s'est rendue compte que je m'étais battu et que j'avais clairement un projet qui était ficelé. Mais je m'étais battu, je me suis toujours battu pour avoir ce que je veux à partir de mes 18 ans. J'ai jamais lâché prise, j'avais toujours ma ligne directive, je voulais réussir. Et du coup voilà, j'avais mon appartement, j'avais cette aide financière de l'État. Arrive le jour du bac, les examens du bac, et je ne valide pas du tout le bac du premier coup. J'avais 50 points à rattraper, la galère de fou. J'ai eu 5 en maths, 5 en anglais, voilà, bam, ça m'a foutu dans la merde, il n'y a pas d'autre terme, j'ai dû repasser mon bac. Le passer au rattrapage. Je repasse le bac au rattrapage et j'ai 10,01. Pendant l'été, je travaille. Je suis animateur en centre de vacances dans le sud de la France, près de Toulon. Je travaille aussi dans un super U. Arrive ensuite la fin de l'été, il fallait que je trouve un appartement sur Mulhouse pour mon DUT. Et là, les premières galères arrivent réellement. Trouver un garant, les galères administratives avec la CAF, etc. C'était vraiment très très compliqué. Donc voilà, après je trouve un appartement, je m'installe sur Mulhouse et je commence mes études. Et là, je me rends compte que mon DUT... grosse galère de ouf, ça me plaisait pas du tout. Également grosse galère du côté de ma famille, du côté de mes grands-parents maternels et de mes grands-parents paternels. Pendant cette année de DUT, il y avait encore énormément de tensions avec mes familles, je sentais que, moi ça allait plus. J'ai décidé de prendre temps pour moi et je leur ai dit, écoutez, là j'ai besoin de me retrouver seul, de me construire seul, j'ai plus envie d'avoir des mensonges sur mon passé, toutes ces choses-là, je ne veux plus rien savoir et je me construis tel que je suis maintenant et tant pis si je ne connais pas mon passé. Et voilà, je continue mes études en DUT, mes études ne me plaisent pas du tout. Et je décide d'aller ensuite en licence information communication à Nancy. La première année fut très 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 compliquée parce que le Crous m'a coupé la bourse. J'ai dû faire un service civique. Ce fut vraiment une très belle expérience pour moi parce que j'étais en service civique en tant que chargé de communication. Donc j'étais dans mon domaine d'études, dans mon domaine d'expertise. Donc c'était très 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 valorisant. Donc j'étais vraiment content. Mais cet argent ne me suffisait pas forcément à vivre et j'ai dû travailler à McDo. Je faisais un 35 heures à côté de la fac. Ça a été compliqué mais j'ai réussi parce que là, encore une fois,
j'ai pas lâché prise. J'ai dit, je vais y arriver, je suis enfin dans des études qui me plaisent, je ne lâche rien et j'y vais, je fonce. La deuxième année, j'ai de nouveau eu ma bourse. Donc là, ça a été une délivrance. J'ai pu lâcher le service civique et j'ai fait des petits boulots à côté. Arrive la fin de l'année, je décide de m'orienter vers une école privée pour continuer mes études et pour valider à la fin un bachelor en communication. Je voulais rentrer aussi sur Strasbourg pour être proche de mes amis. Alors, je décide de faire un prêt étudiant. Et là, c'est le début des grosses galères. Parce que j'avais pas de famille. Et les banques ne prêtent pas facilement. Heureusement, mes amis étaient là pour moi et j'ai eu un prêt étudiant. Et c'est pour ça que depuis cette année, je suis à Strasbourg. Je vais valider mon bachelor cette année et continuer sur un master à Strasbourg en communication et plus particulièrement en marketing digital. Je suis vraiment content. Là, je suis dans mes études, je suis vraiment lancé. Je vais commencer mon stage après le confinement. Donc, j'espère que ça finit bientôt, que je puisse avoir un petit peu de travail. Et voilà quoi. Donc, et maintenant, je fais cette vidéo. Je suis en train de la terminer avec vous. Je suis vraiment content d'avoir pu vous raconter tout ça. Si cette vidéo fonctionne, moi, le but, c'est de pouvoir continuer et à animer toute ma chaîne YouTube autour de cette thématique. J'ai envie qu'on ait de la visibilité, de montrer que on est là, on existe, de montrer à ces enfants qui vivent ces choses-là ou qui ont vécu ces choses-là comme moi, leur dire vous n'êtes pas tout seul, vous n'avez pas à avoir honte de votre passé. Au contraire, ça vous fait une force. Vous avez vécu des choses dures et vous les surpassez. Donc soyez-en fiers, ça vous a construit. J'ai vraiment envie que cette vidéo puisse toucher les gens, que vous ayez envie d'en savoir un petit peu plus. Je ferai d'autres vidéos si ça vous plaît. En tout cas, je suis très content d'avoir sauté le pas. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, lâcher un commentaire, un like et de partager ça autour de vous et à tout le monde. Ça me ferait vraiment très plaisir. Salut à tous!